On commence. Jean-Luc Fizer, bonjour. Bonjour. Alors cette année, la Concorde TV a décidé de concentrer sa ligne éditoriale uniquement sur les institutions de la France, les questions de démocratie, de participation citoyenne, de constitution, etc., etc. Et chemin faisant en France, on s'est rencontrés et on a découvert qu'il y avait un dossier qui concernait les questions des institutions alsaciennes. Donc, qu'est-ce qui se passe et que doit-on comprendre en guise d'introduction de cette longue série de vidéos et d'articles que nous allons faire ensemble sur l'Alsace et sur les institutions françaises? Alors je dirais que l'Alsace est constituée de deux départements, le Bas-Rhin-Haut-Rhin, et à cela il faut également associer la Moselle. Ces trois départements ont un régime tout à fait particulier que peu de Français connaissent, je dirais peu de Français des autres départements, que peu de Français connaissent et qui ne transparaît pas à l'extérieur. Alors comment tout cela est-ce possible? Tout ça, cela provient du fait que ces trois départements ont été alternativement français, puis allemand, puis à nouveau français, puis allemand, etc., etc. Les élites locales ont toujours su conserver la législation en vigueur qui leur était profitable. Au point que la dernière situation, qui est celle concernant le rétablissement de la légalité républicaine dans les trois départements, donc en 1944, est tout à fait particulière. Pourquoi particulière? Parce que le 14 septembre, Charles de Gaulle émet un décret qui autorise Jules Jeanneney, ministre de la République, du gouvernement provisoire de la République française, autorise donc à signer les ordonnances en l'absence de Charles de Gaulle. Le lendemain, Jules Jeanneney signe l'ordonnance rétablissant la légalité républicaine en Alsace-Moselle. Mais ni le décret ni l'ordonnance ne sera publié dans les trois départements. Ce qui fait que on peut imaginer que le régime en vigueur reste celui qui existait avant le 15 septembre 1944. Ok, et donc si on remonte le temps, quelles conséquences ça peut avoir et qu'est-ce qu'on n'a pas abordé jusqu'à maintenant sur cette question-là? Alors, on est vraiment dans un problème de formalisme. Oui. Que dit cette ordonnance du 15 septembre 1944? Eh bien, tout simplement que la législation nazie n'est plus en vigueur et que l'on va retrouver en Alsace-Moselle, donc, la législation d'avant le 16 juin 1940, donc la constitution du gouvernement de Vichy. Alors, on peut se poser la question que lorsque on veut effectivement une certaine situation, on s'arrange pour que le cadre soit légal. Mais là, il ne l'est pas. Ne pas publier cette ordonnance et ce décret signifie qu'on ne revient pas en arrière avec la législation de 1940, avant le 16 juin 1940, mais finalement, on va conserver cette législation qui a été mise en vigueur par le Gauleiter-Wagner en 1940. Gauleiter-Wagner, qui est le gouverneur qui gérait la région. Alors, le Gauleiter-Wagner était effectivement le gouverneur le chef de l'administration civile, en quelque sorte, dans les deux départements du Bas-Rhin et de la Moselle, et du Haut-Rhin. Okay. Alors, est-ce que ça a été fait parce qu'il y avait
une reconnaissance quelque part d'une incapacité à changer quelque chose de plus profond, qui remonte à plus loin? Ou est-ce qu'il y avait un intérêt à conserver ce droit spécifique et mettre sous le tapis du droit nazi? Alors, la question est pertinente. Il faut savoir que donc l'Alsace a été cédée en pleine propriété et souveraineté en 1870 au Reich allemand. Progressivement, les 3 départements ont acquis la constitution du Reich allemand, la constitution du 16 avril 1871, mais également il y a eu une constitution tout à fait spécifique à l'Alsace-Lorraine, qui est la loi constitutionnelle du 31 mai 1911. Alors que dit cette constitution du 31 mai 1911? Eh bien tout simplement que pour que les textes soient valables, il faut qu'ils soient publiés au Gesetzblatt für Elsass-Lothringen. Stocké à Berlin. Stocké à Strasbourg, puisque le Reichsgesetzblatt était à Berlin, et comme le Gesetzblatt était spécifiquement pour le territoire alsacien-mosellan, il était stocké à Strasbourg. Donc le journal officiel. Le journal officiel pour le territoire, ce qui était un territoire qui appartenait directement au Reich, puisque l'Alsace-Moselle n'était pas du tout un État. Okay. Alors, donc les textes sont obligatoirement publiés au Gesetzblatt für Elsass-Lothringen. C'est la Constitution qui le dit, la Constitution en vigueur dans les 2 départements, dans les 3 départements Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle. Mais également, il y a un dernier article qui stipule que cette Constitution ne peut être abrogée ou modifiée que par une loi du Reich. Validée par l'empereur. Validée par l'empereur, et on peut dire par transfert de régime, validée toujours par le chef du pouvoir exécutif du Reich. Donc le gouverneur. Donc le gouverneur qui avait obtenu à ce moment-là les pleins pouvoirs du Führer. Mais qui a remplacé le gouverneur aujourd'hui en France? Alors les institutions font qu'aujourd'hui, ce serait le préfet du Bas-Rhin au Rhin qui remplacerait le Gauleiter Wagner dans ces 2 départements. Le parallèle est vrai également pour la Moselle, puisqu'à l'époque, c'était le Gauleiter Bürkel qui avait été nommé chef de l'administration civile en Moselle. Et aujourd'hui, celui qui remplace donc le Gauleiter Bürkel, c'est le préfet de Moselle. Mais alors, nous avons toujours en vigueur les constitutions de 1871 et les textes de droit local, ce qu'on appelle droit local aujourd'hui, de ce qu'il en reste en vigueur, ou pas? Alors, puisqu'elles n'ont pas été abrogées. Si on pousse le raisonnement à fond, si on reprend ce dernier article de la loi du 31 mai 1911, seul peut abroger les dispositions de cette constitution une loi du Reich. C'est ce qu'a fait le Gauleiter Wagner, puisqu'il a clairement édicté dans une ordonnance, qui valait donc loi, il a clairement exprimé le fait que les textes en vigueur devaient être publiés au Verordnungsblatt des chefs civils der, etc., etc. En français? Le bulletin des ordonnances du chef de l'administration civile en Alsace. Okay. Donc aujourd'hui, quelle est la synthèse de cette situation? Qu'est-ce qui justifie l'origine du droit spécifique de l'Alsace, qui est allemand en fait, et en quoi même le préfet, qui est le successeur du gouverneur, peut ou ne peut pas modifier, abroger quoi que ce soit? Si vous voulez, la situation est étrange. Parce que
lorsqu'on analyse le traité de paix du 28 juin 1919, lorsqu'on analyse en profondeur, au niveau également du formalisme, on remarque que les signataires pour la France n'avaient pas la qualité de plénipotentiaire du chef de l'État, donc de Raymond Poincaré. Parallèlement, l'autre partie, l'autre partie, je dirais, l'État allemand n'a pas délégué également de plénipotentiaire. Vous avez des gens du gouvernement qui ont tout simplement signé sans avoir la capacité. Que vaut dans ces conditions un traité de droit international qui est signé par des gens qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas le pouvoir? On arrive à comprendre tout simplement que c'est une convention de droit international privé passée entre deux associations, une association française et une association allemande. Que vaut dans ces conditions le traité du 28 juin 1919, sachant que la chose est valable, puisque pour tous les signataires de ce traité, puisque d'un côté nous avons les puissances alliées et associées, de l'autre côté nous avons l'Allemagne. Mais l'Allemagne n'existe pas. En 1918-1919, constitutionnellement, le seul État allemand qui existait était le Reich, en vertu de la Constitution du 16 avril 1871. Donc seul le Reich allemand, par l'intermédiaire des plénipotentiaires, pouvait signer le traité de Versailles, le traité de paix du 28 juin 1919. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Alors la question est également très pertinente. Ça renvoie à 1871? Alors on renvoie à une situation également tout à fait particulière, c'est que en 1871, suite à violation constitutionnelle, suite à détournement de la Convention d'armistice, etc., les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont cédés à perpétuité, en pleine propriété et en pleine souveraineté, au Reich allemand. Si l'on fait abstraction, je dirais, des conditions dans lesquelles la France a été amenée à signer ce traité, on va dire que la cession est faite au profit du Reich allemand. Seulement voilà, le 11 décembre 1871, nous avons une convention additionnelle prévue par le traité de Francfort et le traité des préliminaires de paix qui cèdent donc ces trois départements au Reich. Cette convention additionnelle précise que la cession a été faite à l'Allemagne, Allemagne qui n'existe pas. Et depuis ce temps-là, nous avons les conventions internationales passées avec l'État allemand. Ces conventions internationales sont passées avec l'Allemagne, pays qui n'existe pas, État qui n'existe pas. Donc si on résume, en 2024, par rapport à tout ce retour vers le futur et toutes ces situations assez rocambolesques, quelle est la conséquence d'aujourd'hui sur le droit qui s'applique en Alsace-Moselle? Est-ce que l'Alsace-Moselle fait partie de la France? Quelles sont les règles qui s'y appliquent? Quel est l'enjeu qui se cache derrière tout ça? Et est-ce que le droit local, qu'on appelle le droit local, qui est en fait un droit allemand, est justifié ou pas? Qu'est-ce qu'on doit comprendre si on habite en Alsace? Et quelle est la conséquence dans la vie de tous les jours, en fait? Alors, si on pousse le raisonnement à fond, la réintégration des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en vertu du traité de paix du 28 juin 1919, ne peut pas s'appliquer. Ce qui fait que la France est toujours occupant
jusqu'en 1939-1940 de ce territoire-là. La France déclarera la guerre à l'État allemand, il y aura un armistice, mais jamais de traité de paix. Hitler ne voudra pas, effectivement, régulariser la propriété et la souveraineté de l'Alsace et de la Moselle, puisqu'il était dans son droit. Ces trois départements étaient toujours du ressort du Reich allemand. En 1944, 45, le 8 mai 45, 7 mai 45 d'un côté, puis le 8 mai 45, nous aurons un autre armistice qui ne sera pas suivi d'un traité de paix. Il n'y aura pas de régularisation d'une cession, d'un retour de la France, des trois départements, pardon, à la France. On est toujours dans une situation très ambiguë. Si on pousse le raisonnement à fond, oui, effectivement, la France est toujours occupante d'un territoire que sont les trois départements Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle. Alors, pour finir et en guise d'ouverture d'une prochaine vidéo, si on résume, on pourrait arriver à régulariser la situation par une procédure sur laquelle il faudrait qu'on revienne ultérieurement, mais c'est au risque de faire disparaître le droit local du fait d'avoir retour remis à jour. Et est-ce qu'on ne jetterait pas l'eau du bain avec le bébé avec? Et qu'est-ce que cache, on pourrait voir le guide là, qu'est-ce que cache le guide, un petit peu luminosité, qu'est-ce que cache, de quoi ne parle pas le guide du droit local? Et bon, je vais un petit peu tendre la perche, mais est-ce que la population aujourd'hui, et surtout pour ceux qui sont les plus grands défendeurs du droit local alsacien, n'est-elle pas prise en otage, non pas par un mensonge, mais par une sorte de nuage, de brume, où on dit tout ça c'est bien, mais il y a un truc dont on ne parlera jamais? Alors, si vous voulez, le droit en vigueur depuis 1871, le droit allemand n'est pas nécessairement démocratique. Il est vrai qu'il y a des avantages, c'est indiscutable. Mais, comme dans tout système autoritaire, dans un premier temps, on a des gestes en faveur de la population. Puis au fur et à mesure, on introduit des mesures beaucoup plus autoritaires et en défaveur du peuple. C'est le cas, à mon sens, en ce qui concerne le droit local. On parlera effectivement du régime local d'assurance maladie, je dirais plutôt le régime d'assurance sociale, qui a effectivement, où il y a effectivement certaines dispositions qui sont favorables aux Alsaciens et aux Mosellans. Tout le monde connaît que le vendredi saint et à la Saint-Étienne, donc le lendemain de Noël, ces 2 jours sont congés pour effectuer un recueillement. Donc, il est clair qu'on peut dire que il y a certains côtés, certains aspects du droit local qui est favorable. D'ailleurs, ce régime social a inspiré pour certains points la sécurité sociale, le tiers payant, etc., après la Seconde Guerre mondiale. C'est effectivement le régime allemand qui a inspiré le régime français. Il faut savoir qu'il y avait quand même un certain mécontentement parmi la population allemande et que le chancelier Bismarck, pour calmer un peu les manifestations, a octroyé un régime de protection sociale favorable, oui. Mais il y a quelque chose dont on ne parle jamais quand on défend ce droit local. Alors, bien évidemment, ce qui est étrange, c'est que ce droit local d'Alsace-Moselle est régi principalement par 2 lois du 1er juin 1924.
une loi civile du 1er juin 1924 et une loi commerciale également du 1er juin 1924. Réciproquement, l'article 12 de la loi civile et l'article 10 de la loi commerciale disent que seuls les textes maintenus par ces deux lois, seuls les textes allemands font foi et que toute traduction en français n'a aucune valeur. On pourra s'interroger effectivement pourquoi le législateur français n'a pas voulu traduire les textes que l'on a maintenus dans ces les textes allemands que l'on a maintenus. Est-ce que c'est pour les rendre inaccessibles au tout commun? Pour compliquer les choses? Là, c'est une question d'interprétation. Ça demanderait d'abord une analyse profonde de tous les textes encore en vigueur. Alors c'est vrai que nous avons un code de procédure civile allemand toujours en vigueur pour certains articles, et puis nous avons une annexe de code de procédure civile rédigée par la France, tout à fait particulière, depuis 1985. Que cachent ces dispositions de procédure civile? Nous avons un code civil. Pourquoi code civil français? Pourquoi n'avons-nous pas un code de procédure civile français? Ça demande un travail en profondeur. Et ça rend les choses inaccessibles aux citoyens. Alors ça rend les choses inaccessibles aux citoyens parce que, à titre d'exemple, les articles 592 et suivants du Code de procédure civile allemand sont toujours en vigueur, ils sont en allemand et écrits en gothique. Il faut aller les trouver, ce qui n'est pas une chose facile. Et ils disent quoi? Alors ils disent tout simplement que, je vais faire un raccourci, que les écrits de la force publique et du notariat, si vous voulez, ne peuvent pas être argués de faux, sauf si la force publique et donc le notariat effectuent une délation de serment, c'est-à-dire retire son serment de certification, d'honorabilité, de loyauté, etc., etc. Et c'est la seule preuve, avec un autre titre, qui ferait que c'est le seul moyen de preuve admis. L'expertise graphologique, par exemple, n'a absolument aucune valeur. Tout est dans les mains du notaire. Tout est dans les mains du notaire, oui. D'accord. Bon, ben on va garder le suspense pour la suite, alors. On peut également s'interroger, si vous voulez, sur le fait que les registres fonciers, qui consignent donc toute la propriété foncière depuis 1870, pourquoi ces registres fonciers manuscrits ont été numérisés à Madagascar, qui ne parlent pas allemand, qui ne parlent pas allemand. Les Malgaches ne sont, même si, je dirais, si les Malgaches et les Mauriciens à l'époque qui ont travaillé sur le projet parlent allemand, ils sont bien loin de parler l'allemand juridique. Et lire le gothique. Et lire le gothique. D'autant plus que tout ça, ça a été en feuille numérique, et on a supprimé tout l'historique des propriétés. Ça veut dire que si d'aventure il devait y avoir eu des spoliations, on ne retrouve pas les anciens propriétaires. Et le registre est interdit d'accès. Alors les registres actuellement, les anciens registres sont interdits d'accès. Il est très difficile d'avoir un accès. Tous ces registres sont stockés dans un hangar près de Mulhouse. D'accord. On va s'en arrêter là. On a ouvert le suspense pour un prochain épisode. Oui, il y a beaucoup à dire, effectivement. Mais c'est passionnant et on découvrira peut-être par la suite, enfin même très certainement, que tout ça ne concerne pas que l'Alsace-Moselle,
ça a des conséquences potentielles sur ce sujet-là et d'autres pour l'ensemble de toute la France et même au-delà du territoire français. Il est clair que ça a des impacts sur tous les départements français. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.